Bonsoir de nouveau. Alors merci à tous de votre présence. Nous allons enchaîner maintenant pour cette deuxième partie sur la question de l'actualité des sarcomes osseux et des sarcomes des tissus mous. Nous avons pour ça le plaisir d'accueillir Benjamin Verret. Merci beaucoup de ta présence. Nous t'écoutons. Merci beaucoup Laurence, bonsoir à tous. Alors l'actualité de l'ESMO sur les sarcomes osseux et des tissus mous. Alors généralement dans les post-ASCO je vous parle beaucoup d'immunothérapie et de sarcome, et l'année dernière dans le post-ESMO je vous avais déjà parlé de desmoïdes. Ça va être un peu redondant, un ESMO marqué par les tumeurs desmoïdes. Un petit rappel, des tumeurs à malignité essentiellement locales, généralement qui arrivent dans un contexte sporadique, dans 80% des cas, associées à des mutations somatiques de la bécatanine, et plus rarement, dans 20% des cas, qui arrivent dans des contextes syndromiques, typiquement de polyadénomatose familiale, avec dans ce cas-là des mutations d'APC. Donc c'est des tumeurs des parties molles. Tumeurs des parties molles qu'on peut trouver partout, effectivement. On a eu cette année une plénière présidentielle, disons-le, un essai de phase 3 dans les desmoïdes, et ce n'est que le deuxième essai de phase 3 randomisé dans les desmoïdes communiqué à ce jour, qui a évalué le nirogacestat. Alors, qu'est-ce que c'est que le nirogacestat ? C'est un gamma-sécrétase inhibiteur. Alors, la voie de la gamma-sécrétase, en fait, interagit beaucoup avec la voie Notch. Notch qui est connue pour être important dans la différenciation cellulaire et notamment les interactions cellule-cellule. Et une façon de cibler cette voie Notch est de cibler la gamma-sécrétase. Alors, il y avait déjà des données in vitro qui montraient que c'était une voie intéressante dans les tumeurs desmoïdes, des données de phase 1 et 2 également intéressantes. Et donc, cette phase 3, randomisée versus placebo, qui a inclus plus de 140 patients porteurs de tumeurs desmoïdes, et tumeurs desmoïdes progressives. C'est un élément très important. Au diagnostic, on va avoir seulement 20% des tumeurs desmoïdes qui sont progressives, des tumeurs d'évolution parfois très fluctuantes. Ils pouvaient avoir reçu un nombre non défini de lignes ultérieures. Il pouvait également être en première ligne. Le critère de jugement principal était la PFS, et il y avait une possibilité de crossover dans le bras placebo en cas de progression. Alors, quel type de patients ont été inclus ? Essentiellement des patients jeunes, une médiane d'âge de 33-34 ans. Une prédominance de femmes, ce qui est connu dans ce type de tumeur, une prédominance de mutation de la bêta-caténine également classique, une majorité de tumeurs extra-abdominales, par exemple de la paroi des membres, et une grande majorité également, plus de 80% de patients qui avaient déjà été traités, avec en moyenne des patients qui étaient en troisième ligne, et avec un range, comme vous le voyez, de nombre de lignes de traitement qui est assez important et qui démontre l'imagination qu'on peut avoir dans le traitement de ce type de tumeur, puisque ça allait jusqu'à 19 lignes de traitement. On va au résultat, étude positive sur la PFS de façon très significative. On a une médiane de PFS qui passe de 15 mois dans le bras placebo à non atteinte dans le bras gamma-sécrétase inhibiteur, avec un hazard ratio très significatif à 0,29. Bénéfice en faveur du nouveau traitement, quel que soit le sous-groupe de patients. On s'attarde un peu sur ces courbes quand même. Regardez, c'est que de courbes dans le bras placebo, et ça montre un peu la difficulté d'inclure ces patients dans des essais et la difficulté de raisonnement sur ces tumeurs desmoïdes. C'est que vous voyez qu'il y a quand même près de 40% des patients non progressifs au-delà de 15 mois de suivi. Et donc, malgré le fait qu'on sélectionne les patients sur le caractère progressif de leur tumeur desmoïde, vous voyez que même sous placebo, on va avoir des patients qui secondairement sont stables pendant des durées prolongées. Lorsqu'on regarde le taux de réponse, ça répond, un taux de réponse à 29% versus 6% dans le bras placebo, donc non nul. 5% de réponse complète et uniquement un patient qui a progressé sous nirogacestat. On regarde cette fois-ci la safety en termes de profil de tolérance, c'est là où on peut émettre des limites. 20% des patients ont arrêté le traitement du fait d'effets secondaires, 42% ont dû baisser les doses du fait d'effets secondaires, et des effets secondaires marqués par des diarrhées, des nausées, de la fatigue, une hypophosphorémie qui se supplémente, qui est une toxicité d'effet de classe. Mais lorsqu'on regarde un peu, 16% de diarrhée de grade 3, 54% de nausées de tout grade pour des tumeurs, encore une fois, qui sont plutôt à malignité locale, non métastasiante. On peut se poser la question de savoir si c'est acceptable. En tout cas, à mon sens, c'est peu probable que ces traitements se positionnent dans des lignes très précoces de traitement de tumeurs desmoïdes où on peut avoir, même si les standards sont très mal établis, d'autres alternatives moins toxiques. Parce que quel est le standard de traitement dans ces tumeurs ? Alors,
mal codifié, en tout cas pas de consensus, mais on va avoir la vinorel binaural. L'intérêt de l'hormonothérapie est discuté, mais ça reste éventuellement un standard, notamment chez la femme jeune. On a le sorafenib qui est validé sur la base d'un essai de phase 3 versus placebo, à plus petite dose que ce qu'on connaît dans les autres types de tumeurs. On le fait à 400 mg. Donc quand même des choses classiquement mieux connues pour avoir un profil d'assurance un peu plus acceptable. Petit élément intéressant, ils ont regardé le taux de suppression ovarienne provoqué par les gamma-sécrétases inhibiteurs parmi les femmes préménopausées incluses dans l'étude. Dans 75% des cas, elles ont décrit une dysfonction ovarienne qui était toujours réversible à l'arrêt du traitement. Alors c'est un élément important pour dire on peut donner ce traitement dans cette population généralement constituée de femmes jeunes. L'autre chose qu'on peut soulever, c'est quel est l'effet réel de ce type de traitement. Est-ce que ça passe par l'effet endocrinien ou par la réelle efficacité des gamma-sécrétases inhibiteurs? La question reste ouverte. Même chose, cette fois-ci c'est une communication orale avec un autre gamma-sécrétase inhibiteur. Alors c'était des résultats préliminaires d'une phase 2, la phase 3 est en cours, avec cette fois-ci une drogue, enfin une étude plus préliminaire, seulement une vingtaine de patients inclus, mais également un vrai signal d'efficacité avec, comme vous le voyez ici, des réponses, alors pas forcément récistes, mais des vraies nécroses tumorales avec des modifications très significatives des séquences IRM de tumeurs desmoïdes d'un autre gamma-sécrétase inhibiteur dans des tumeurs desmoïdes. Donc en tout cas, une classe de traitement qui semble très prometteuse dans ce type de tumeur. Dernière communication sur les desmoïdes, cette fois-ci issue du groupe Sarcome France, de notre cohorte Altitude, qui est notre cohorte prospective des tumeurs desmoïdes, qui a regardé est-ce que la présence d'avoir des douleurs liées à la tumeur au diagnostic était prédictive d'un événement de progression. Et donc oui, avoir des desmoïdes douloureuses est associé à un plus haut risque de progression. Alors, ça justifie le fait que dans nos critères d'inclusion pour les essais cliniques de tumeurs desmoïdes, on inclut des tumeurs progressives, mais également des patients symptomatiques, ce qui est justifié par le fait que ce soit des patients qui progressent plus. On passe au GIST. Alors, je ne vais pas présenter le énième TKI. On va parler plutôt d'intelligence artificielle. C'est une étude de nos collègues lyonnais et bordelais, avec une cohorte de patients traités pour des gystes, c'était des gystes localisés ou des gystes métastatiques. 305 patients dans la cohorte de l'Institut Bergonié, 286 dans la cohorte Léon Bérard. En termes de profil mutationnel, c'était majoritairement des mutations de KIT au niveau de l'exon 11, ce qui est attendu en termes de prévalence de mutation. Ils ont tout simplement scanné les lames histologiques à très haute résolution et ils les ont mis, pour résumer, dans une boîte noire où on fait marcher un algorithme de deep learning pour nous sortir un risque de rechute. Alors, d'un point de vue un peu plus technique, l'idée c'est de segmenter, de pixeliser la lame qui est scannée et d'essayer d'extraire des informations non visible à l'œil nu du pathologiste, donc au niveau microscopique, pour identifier des caractéristiques histologiques qui vont être associées ou pas à la rechute. Et alors, lorsqu'on fait ça, l'algorithme de deep learning fait mieux que notre score clinique classique de Mitinen, score de Mitinen qui est basé sur la taille tumorale, la localisation et l'index de prolifération. Et lorsqu'on combine les deux, c'est-à-dire le score clinique et le score de deep learning, on fait encore mieux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur ces courbes à droite, c'est que ce qu'ils appellent deep Mitinen, c'est-à-dire l'intégration du deep learning et du score clinique, permet de discriminer les patients à risque intermédiaire. Parce que finalement, dans un risque clinique, comme souvent en médecine d'ailleurs, au-delà des gystes, on va avoir des hauts risques, des bas risques et un risque intermédiaire dont on ne sait pas bien quoi dire, s'il faut les surtraiter, les sous-traiter. Et cette intégration de l'intelligence artificielle permet de discriminer ce sous-groupe intermédiaire en haut risque et bas risque et d'avoir une finesse de pronostic un peu plus importante. Alors là où c'est intéressant, et je pense qu'on peut le souligner, c'est que je fais le parallèle avec ce qu'il fait en scénologie, où on va avoir les tests génomiques qui vont discriminer pour des grades intermédiaires dont on ne sait pas bien quoi faire, les hauts risques, des bas risques. Finalement, là, l'intelligence artificielle vient se positionner en disant « j'ai même pas besoin de passer par la biologie tumorale ». Le simple fait de relire la lame histologique permet de faire mieux en termes de stratification du risque. Je trouve ça assez joli et probablement avec des belles débouchés. Mais donc avec des perspectives de sélection de traitement adjuvant ?
Tout à fait. Alors pour l'instant, le standard, c'est 3 ans de Glivec adjuvant pour les hauts risques, mais il y a des études en cours pour savoir si on ne peut pas prolonger ce Glivec adjuvant sur la base pour l'instant de scores cliniques, mais c'est là-dessus effectivement que va se positionner ce genre d'algorithme. Est-ce que, si on regardait effectivement également, est-ce qu'on pouvait prédire le type de mutation sur la simple analyse deep learning de la lame histologique? Et la réponse est oui, avec une assez bonne précision. Ils arrivent à identifier le type de mutation de façon agnostique de la biologie moléculaire. Alors pareil, pour des centres qui ont des plateformes de biologie moléculaire, c'est pas forcément très utile, mais dans des pays où l'accès à la biologie moléculaire est peut-être pas si simple, ça peut permettre effectivement de redresser des diagnostics et de faciliter la prise en charge diagnostique. Haute communication, cette fois-ci des copains de Curie. Je la fais courte. L'idée, c'est de se mettre dans des contextes de masse utérine, avec parfois des images IRM qui peuvent être très suspectes de sarcome, qui peuvent nécessiter des chirurgies mutilantes, des prises en charge diagnostiques qui sont pas évidentes, et des études biologiques préalables qui avaient déjà mis en évidence que des analyses CGH-arrêt nous disaient qu'en cas de... Pour résumer, nombre important d'altérations génomiques, le risque d'être face à une tumeur plutôt de haut grade, plutôt sarcomateuse ou à malignité incertaine était plus importante. Dans cette étude, ils ont fait des biopsies et ils ont fait des CGH-arrêt systématiques. Ils avaient cet algorithme. En cas de tumeur, soit bénigne par l'histologie, soit à cause d'un score génomique plutôt de haut grade, ils allaient à l'hystérectomie totale. Soit s'il y avait une tumeur évidemment bénigne et que le score génomique était plutôt rassurant, ils proposaient une myomectomie. Et la chose très importante à regarder, c'est surtout ça, c'est leur valeur prédictive négative, c'est-à-dire implémenter la biologie moléculaire à l'histologie standard dans ces masses de diagnostic difficiles permet, avec une valeur prédictive négative de 100%, d'éliminer le diagnostic de sarcome et d'éventuellement proposer des chirurgies un peu plus conservatrices qui auraient été catastrophiques parce que ces chirurgies où on morcelle la tumeur, si on avait été face à un vrai sarcome, donc un vrai apport de la biologie pour ces masses de tumeurs de diagnostic compliquées. Et une dernière communication de notre collègue Jean-Yves Blais sur la base NetSarc. Donc, pour rappel, tout patient discuté en centre NetSarc va avoir son dossier inclus dans notre database NetSarc. Et l'idée de cette étude, c'était de se pencher en arrière et de se regarder, est-ce que sur ces 10 dernières années, ça a eu un intérêt? Et la réponse est oui. Ça veut dire, si on regarde le critère biopsie avant traitement, eh ben on a augmenté le taux de biopsie avant traitement sur ces 10 dernières années. Lorsqu'on regarde le critère discussion en RCP avant traitement, de la même façon, on a augmenté le taux de discussion en RCP avant traitement sur les 10 dernières années. Même chose lorsqu'on regarde le taux de résection R0. Et même chose lorsqu'on regarde la survie globale, on a sur ces 10 dernières années, dans cette cohorte de vie réelle, une augmentation de la survie globale, même au stade métastatique, avec une médiane de survie globale qui passe de 27 mois à plus de 45 mois, probablement de façon multifactorielle, mais le fait de nous adresser les patients en centre NetSarc est donc utile. Merci. Eh ben bravo donc au groupe français pour la mise en évidence de cette amélioration dans les pratiques et dans l'intérêt du temps de la soirée. On va avancer. Merci beaucoup pour ta présentation, Benjamin. Merci Laurence.